Bonjour à tous, il est presque 10h sur BFM TV. Bonjour Pierre. Bonjour Marion. Édition spéciale ce matin consacrée largement à cette rencontre prévue demain entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky, 2 jours après le tête-à-tête entre le président américain et Vladimir Poutine en Alaska. Que faut-il attendre de cette rencontre? On va en discuter avec nos invités en plateau et nos reporters en Ukraine, en Russie, mais aussi aux États-Unis. On ira justement en Ukraine dans quelques instants retrouver notre envoyé spécial Cyril Amourski pour comprendre ce que veulent et ce qu'espèrent les Ukrainiens à moins de 24 heures justement de cette rencontre maintenant entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky. On le sait, Cyril, justement, certains médias évoquent un plan justement proposé par Donald Trump à Volodymyr Zelensky qui impliquerait des concessions territoriales, notamment sur la région du Donbass. Est-ce que cette perspective est envisageable pour l'Ukraine ? Alors c'est surtout le plan de Poutine qui a été proposé à Donald Trump et qui maintenant sera proposé à l'Ukraine. Non, pour la faire courte, c'est-à-dire que l'Ukraine ne peut pas accepter ces conditions. On voit déjà beaucoup de réactions, que ce soit dans les médias ukrainiens, que ce soit sur les réseaux sociaux ukrainiens, parce que dans ces conditions, vous l'avez mentionné, il y a les cessions du Donbass, mais il n'y a pas que cela. Et on parle donc du Donbass, de la région de Donetsk et de la région de Louhansk, qui sont toujours sous contrôle ukrainien. Mais il y a aussi d'autres conditions. Il y a par exemple le fait que l'Ukraine ne pourra pas rejoindre l'OTAN, mais ça c'est un sujet qui a été évoqué déjà pendant plusieurs mois. Et il y a surtout des sujets qui sont, disons-le, humiliants, qui entrave directement la souveraineté ukrainienne, à savoir le fait que la Russie veut imposer le russe comme deuxième langue officielle en Ukraine. Et deuxième chose, elle veut rétablir l'existence de l'église orthodoxe russe en Ukraine, alors qu'on le sait ici, il y a eu déjà plusieurs enquêtes et ça a été montré à de nombreuses reprises en territoire occupé. L'église orthodoxe russe est une officine en réalité du Kremlin. Donc ici, c'est quelque chose de tout à fait inacceptable, pour ne mentionner que ces conditions-là qui sont absolument des lignes rouges pour les Ukrainiens et pour le gouvernement ukrainien. Donc il n'y a aucune chance, en tout cas d'un point de vue ukrainien, que Zelensky accepte ce genre de conditions, que ce soit un lundi, que cela soit dans quelques jours. Ici, on a l'impression que la Russie propose des conditions qui sont évidemment inacceptables pour montrer que, soi-disant, la Russie est dans une position de dialogue, alors qu'en réalité, elle ne propose rien d'acceptable pour l'Ukraine. Donc, la seule conclusion, c'est que la guerre va continuer. Et justement, Cyril, qu'espèrent les Ukrainiens de cette rencontre demain? La dernière fois que Volodymyr Zelensky et Donald Trump se sont rencontrés, ça ne s'est pas vraiment bien passé. Ça s'est très mal même passé. Effectivement, la dernière rencontre date de la fin du mois de février. On se souvient tous de ces scènes qui étaient très difficiles, et évidemment très difficiles pour le président ukrainien et pour le peuple ukrainien. Là, il y a quelques espoirs, surtout par rapport au fait qu'il y ait des partenaires européens qui puissent rejoindre donc Volodymyr Zelensky pendant cette rencontre. Cela pourrait justement mettre en confiance le président ukrainien. Cela pourrait permettre aussi aux Américains de faire attention avec leurs propos et avec leurs pressions face aux caméras internationales. Mais les Ukrainiens espèrent surtout que Zelensky aura la possibilité peut-être de nouer un véritable dialogue avec les Américains, qu'il aura la possibilité avec les partenaires européens d'expliquer aux Américains pourquoi une telle proposition russe est absolument inacceptable, pourquoi l'Ukraine ne pourra pas signer un tel accord et pourquoi il ne faut pas mettre la pression sur l'Ukraine mais bien sur la Russie. Parce que aujourd'hui, c'est l'impression que donne en tout cas Donald Trump et Vladimir Poutine. L'impression que ont les gens ici en Ukraine, c'est que Donald Trump veut surtout mettre la pression sur les Ukrainiens et non pas sur les Russes. Or, ce sont les Russes qui proposent des conditions qui sont inacceptables et ce sont les Russes qui continuent la guerre et qui rejettent d'ailleurs un cessez-le-feu. Cyril Amourski, envoyé spécial de BFM TV depuis Kiev en Ukraine. Sur ce plateau, nous a rejoint Masha Kondakova. Vous, en tant qu'Ukrainienne, on parle de concessions territoriales. C'est inenvisageable pour vous aujourd'hui? Ça fait très mal. Est-ce qu'on a le moyen militaire pour reconquérir ce territoire aujourd'hui? Non, on a toujours reçu suffisamment de matériel de nos alliés, et merci beaucoup, mais pour stopper l'invasion, en tout cas de se défendre, mais jamais reconquérir le territoire, je pense que quand je parle avec des gens de mon entourage, de plus en plus, il y a cette acceptation qu'il ne faudra pas céder les territoires, envisager que c'est occupé temporairement, et puis après un accord, par exemple, de cessez-le-feu, dans 48 ans, il y a des règles de 75 ans, de 99 ans, il est possible de reconquérir diplomatiquement, et j'espère pas militairement, mais vous connaissez l'histoire, comment ça se fait pour prendre quelque chose qui est à nous, véritablement. Après, deuxième question, si on souhaite la paix, et on me pose souvent la question, est-ce qu'il faut négocier avec le dictateur Poutine?
Ben, si on veut défendre nos intérêts, oui, bien sûr, il faut négocier parce que vous voyez ce que s'est passé quand il y a tous les deux puissances nucléaires se retrouvent tête à tête. Et M. Trump, c'est le président le plus favorable pour Poutine aujourd'hui pour faire traiter ou obtenir ce que veut le Kremlin. Général Jérôme Pellistrandi, vous êtes aussi avec nous, consultant défense pour BFM TV. Est-ce que de cet entretien prévu demain entre Volodymyr Zelensky et Donald Trump, il faut s'attendre à ce qu'il ressorte forcément quelque chose? On avait beaucoup d'attentes sur l'Alaska. Ça a soi-disant avancé, hein, selon les propos de Donald Trump et de Vladimir Poutine. Mais concrètement, il n'y a pas eu d'annonce. Est-ce que cette fois, il en faut? Là aussi, c'est très compliqué. En fait, oui, il n'y a pas eu d'annonce directement du sommet d'Anchorage, mais quand on voit toutes les conséquences et ce qui a été mis sur la table par Vladimir Poutine en face de Donald Trump, en fait, c'est bien la capitulation de l'Ukraine que Vladimir Poutine exige en quelque sorte. Et donc, comment Donald Trump va-t-il présenter ce package poutinien en quelque sorte à Volodymyr Zelensky, avec soit en disant bah oui, il y a des choses qui ne sont pas acceptables, il peut y avoir une concession sur peut-être sur le volet territorial. Mais quand on regarde d'après par exemple l'agence Reuters, ce que dit Poutine par exemple sur les échanges de territoire, ben, il veut bien rendre les petites parties qu'il occupe au nord de Kharkiv et de Soumy. C'est-à-dire qu'en fait, il veut bien rendre aux Ukrainiens des territoires qu'il occupe. Bon, ouais, donc, il y a ça. Mais effectivement, par exemple, sur la langue russe, langue officielle, le retour de l'église russe de Moscou comme tutelle, c'est totalement inadmissible. Donc, le risque, demain, c'est que en fait, Donald Trump oblige Volodymyr Zelensky à ce qui s'est passé en 1938 à Munich. En fait, le problème, il est là aujourd'hui. Et donc, on est dans une situation qui est absolument critique. Il n'y a pas de cessez-le-feu. Donc, ça veut dire que pendant ce temps-là, bien sûr, la guerre, elle continue. Pour arriver à un accord de paix, il faut... ça prend du temps de négocier. Ça se fait pas comme ça en disant, bah voilà, vous signez en quelque sorte, Volodymyr, hein, vous venez, puis vendredi, vous signez la capitulation. Donc là, on est vraiment à un moment de bascule. Ce qui va être important néanmoins, c'est déjà cet après-midi, comment la coalition des volontaires va-t-elle manifester son soutien? Oui, parce qu'il y aura un appel en visioconférence à 15h, notamment coprésidé par Emmanuel Macron depuis le fort de Brégançon. On est dans un moment de bascule historique, suite finalement à ce qui s'est passé à Anchorage, ou qui est en fait une victoire de Vladimir Poutine et puis une défaite de Donald Trump. Est-ce que vous redoutez justement le scénario du pire pour demain? On se rappelle aussi de l'entretien précédent le 28 février dernier qui s'était très mal passé. Est-ce que vous redoutez que ce soit à nouveau un piège pour Volodymyr Zelensky? Volodymyr Zelensky a été mis dans une position très très difficile aujourd'hui parce que Trump lui dit je conseille d'accepter le deal. Quel deal? Maintenant on a quelques fuites comme l'information, la langue russe. Vous savez, juste quelques informations de terrain. Il y a côté de l'est de l'Ukraine qui a beaucoup parlent plutôt russe que l'ukrainien, mais depuis l'invasion, je dois vous dire que des gens qui ont plus de 50 ans et des gens qui ont vingtaine, ils ont tous recommencé à parler ukrainien. Et c'est très compliqué, même après Boutcha, imaginez tous les crimes qui ont été commis sur notre terre par l'armée russe, de parler la même langue que notre agresseur, c'est juste inimaginable. Et pourtant, je pense que la langue, c'est la richesse, on peut comprendre notre adversaire, ce qui est aussi très très bien, mais c'est inimaginable qu'aujourd'hui, la langue russe aurait la langue officielle de l'Ukraine, inimaginable. Pareil pour l'Église. On connaît très bien que Cyril, qui est le patriarche de l'Église russe, très proche du pouvoir de Poutine. Donc c'est pareil, c'est une autre manière de faire capituler l'Ukraine. Non, j'ai l'espoir qu'au contraire, cette fois-ci, l'arrivée de Zelensky au bureau aval va être productive. Et d'autant plus que il y aura potentiellement les leaders de coalition de volontaires au soutien de nos demandes. Mais aujourd'hui, Poutine, ce qu'il réclame, c'est évidemment inacceptable. Ça ne m'étonne pas. Qu'est-ce qu'il pourrait proposer d'autre? Par contre, il y a un article à Wall Street Journal qui envisageait 12 scénarios possibles
soit l'Ukraine perd les territoires et la souveraineté, soit l'Ukraine perd les territoires, mais obtient les garanties de le pays souverain qui reste et est libre de l'influence russe. Par contre, un petit mais, dès qu'il y aura le cessez-le-feu, traité de paix, la Russie ne laissera jamais l'Ukraine tranquille. Il pourrait essayer de déstabiliser l'Ukraine de l'intérieur par tous les moyens qu'on connaît, comme l'ingérence qu'ils ont fait déjà avec les élections de premier mandat de Trump. Ça, c'est une inquiétude qu'on entend beaucoup du côté ukrainien. Volodymyr Zelensky s'est exprimé cette nuit sur ses réseaux sociaux, évoquant le refus de la Russie d'accepter un cessez-le-feu, remettant en avant que la Russie n'est pas dans une position de paix. Général, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il vient chercher, justement, Volodymyr Zelensky, lorsqu'il il annonce se rendre à Washington? S'il sait que la proposition ne sera pas acceptable, qu'est-ce qu'il vient chercher? En plus, venir en présentiel, comme ça, alors que ça s'est mal passé la dernière fois, il y a un symbole aussi, quand même. D'abord, il n'a pas trop le choix. Oui. Donald Trump l'a en quelque sorte convoqué. Bon, donc il faut qu'il y aille avec des propositions, des contre-propositions, bon, le soutien de la coalition de volontaires. Mais oui, sa situation est extrêmement difficile parce qu'il y a eu cette bascule. Il y a eu cette bascule à Anchorage où visiblement Donald Trump s'est laissé manipuler par Vladimir Poutine, au point d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que lorsque l'on voit dans la presse américaine, que ce soit la presse démocrate ou la presse républicaine, le bilan est accablant pour Donald Trump, en quelque sorte. Et d'ailleurs, il y a un contre-discours mené par la Maison-Blanche et puis par l'environnement de Donald Trump pour dire que, en fait, il a tout réussi, que c'est formidable et qu'il va imposer la paix. Bon, donc, pour Volodymyr Zelensky, c'est compliqué. Il en demeure pas moins que, par rapport au 28 février, il est, entre guillemets, mieux armé. D'abord, il sait à qui il a affaire désormais. Et puis, parce que le basculement de Donald Trump, finalement, fragilise en quelque sorte le discours de la Maison-Blanche. C'est-à-dire que, aux yeux du monde, eh bien, on a effectivement un Donald Trump qui a pris le parti de Vladimir Poutine. Et donc ça, c'est quelque chose qui va peser. Alors maintenant, le problème, c'est que les délais sont très courts, hein, puisque c'est demain en fin de journée. On est dimanche. Quelles vont être les réactions encore de la classe politique américaine au fur et à mesure que l'on apprend un peu plus sur le déroulement? Donc tous ces éléments-là vont peser. Mais une chose est sûre, c'est qu'il y a une vraie bascule, pas seulement pour l'Ukraine, mais pour la sécurité en Europe, puisque Vladimir Poutine, durant les 3 heures d'entretien, a remis en cause également l'architecture de sécurité en Europe. Donc on est dans une épreuve de force qui est très compliquée et pour lequel, pour le moment, on n'a pas encore toutes les cartes pour savoir qu'est-ce qui va sortir et de la rencontre de demain et puis des jours et des semaines qui vont suivre. Il y a par contre qu'une seule certitude, c'est que la guerre, elle continue sur le terrain puisqu'il n'y a pas de cessez-le-feu. Voilà. Pour comprendre ce qui va se passer, je vous donne la parole dans un instant, pour comprendre ce qui va se passer demain, il faut aussi remonter le temps et retourner justement au 28 février dernier dans le bureau ovale, cet échange presque lunaire entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky qui avait été vécu comme une humiliation d'ailleurs par la population ukrainienne sur place, dans tout le pays d'ailleurs. Écoutez, c'est vrai que c'était parfois très violent. Vous n'êtes pas en bonne posture. Vous n'avez pas les cartes en main en ce moment. Avec nous, vous commencez à les avoir. Je ne joue pas aux cartes. Si, vous jouez aux cartes. Vous jouez aux cartes. Vous jouez avec les vies de millions de personnes. Vous jouez avec la 3e guerre mondiale. Vous jouez avec la 3e guerre mondiale. Est-ce que vous faites est vraiment irrespectueux pour ce pays qui vous a soutenu bien plus que ce que beaucoup de gens disent qu'il aurait dû? Avez-vous déjà dit merci? Plein de fois. Non, de toute cette réunion, avez-vous dit merci? Vous êtes allé en Pennsylvanie faire campagne pour l'opposition en octobre. Exprimez quelques mots de reconnaissance pour les États-Unis et le président qui essaye de sauver votre pays.
Masha Kondagova, on voit donc Volodymyr Zelensky qui est acculé comme ça par les invectives de Donald Trump et de J.D. Vance, le vice-président américain. On lui avait aussi reproché ce jour-là de ne pas être en costume, par exemple, d'arriver, de comment il s'est présenté. Est-ce que demain, ça peut être un indicateur dans les premières secondes? Est-ce que ça peut se jouer à ce moment-là aussi en termes de communication de la part de Volodymyr Zelensky, d'arriver différemment? On l'imagine quand même mal arriver avec un costume 3 pièces demain. Mais vous parlez de M. Zelensky, mais vous avez vu que tout de suite après cette rencontre, Yermak, qui est conseiller de bureau de président, office de président, il s'est mis tout de suite en costume. Donc toute la délégation qui est autour M. Zelensky, oui. Je ne sais pas en quelle tenue il va venir. C'est pas les questions de costume. Vous comprenez très bien que ce n'était qu'une petite manière de humilier M. Zelensky pour le déstabiliser au moment crucial quand il est venu demander et voir est-ce que les Américains, nos alliés jusqu'à ce moment-là, était ferme vis-à-vis de Poutine. Et non. Donc, ce qu'on a vu ici, c'est que M. Trump a préféré son ami Poutine, qui d'ailleurs a mis, vous avez vu les chaussures avec les talons, parce qu'il fait beaucoup plus petite taille par rapport de M. Trump, qui mesure 1m90, alors que Poutine est 1m70. Donc, et la différence n'était pas grande. Bref, on peut aller dans ce petit détail qui ne joue rien sur les questions politiques et géopolitiques surtout. Encore une fois, ce qu'a dit le général, c'est très important. Il n'a pas de choix aujourd'hui que venir et parler en tout cas à M. Trump, qui exige sa présence. Et tant mieux, tant mieux. Moi, je vois qu'il faut maintenir le lien. Il faut parler et communiquer et défendre nos demandes, mais il est en situation extrêmement grave parce que s'il accepte tout de suite le deal, ça va être considéré comme capitulation et on sait très bien que méchanceté de Poutine et l'armée russe, qu'est-ce qu'ils vont provoquer à nouveau faire sur le sol ukrainien. S'il n'accepte pas, il va être traité comme un homme qui veut continuer. Ça veut dire Zelensky va être traité comme un homme qui veut continuer la guerre et Trump peut très bien dire ok, tu n'acceptes pas notre deal, on te coupe l'aide, armement, Starlink, les renseignements sans lesquels on ne peut pas exister aujourd'hui parce que vous connaissez que c'est la guerre de drones. Et il est dans une situation extrêmement compliquée, mais il va s'en sortir. Je ne sais pas comment, mais c'est comme ça, c'est les Ukrainiens. On trouve une solution toujours parce que sinon, aujourd'hui, ça se joue quoi? L'avenir de l'Ukraine. Si on arrête de se battre, l'Ukraine n'existe pas. L'avenir de l'Ukraine se joue en ce moment. Vous dites, on est d'ailleurs en ligne avec Frédéric Ancel, vous êtes docteur en géopolitique, maître de conférence à Sciences Po. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin sur BFM TV. Vous aussi, vous pensez que Volodymyr Zelensky n'a pas le choix que d'aller dans le bureau ovale de Donald Trump? Non seulement il n'a pas le choix, mais c'est extraordinairement important pour lui de tenter, je dis bien de tenter, de convaincre Trump de tenir, alors sinon la dragée haute à Poutine, ça je crois que ce serait du fantasme à ce niveau-là, surtout au regard de ce qu'on a vu et entendu encore ces derniers jours et ces dernières heures. Et ce qu'a dit tout à l'heure le général Pellistrandi est parfaitement exact. C'est-à-dire qu'on a affaire à un Trump qui aujourd'hui, de toute façon, et d'ailleurs ça ne date pas d'hier, se trouve quasiment sur les positions jusqu'au boutiste de Poutine. Mais en tout cas, si Zelensky n'allait pas à tenter de convaincre Trump de modifier au moins certains points à la marge de ce qui est exigé par Poutine. Alors pour le coup, la situation serait plus grave encore. Hein, mais on a effectivement une forme de capitulation exigée par la Maison-Blanche. Et ce serait, là aussi, je reprends l'expression qui a été dite tout à l'heure par le général Pellistrandi, on est sur un point de bascule. Et je pense que le point de bascule ne concerne pas seulement le sort de l'Ukraine, mais il concerne en partie le sort du monde géopolitique et de la diplomatie internationale. Parce que si Zelensky est obligé avec ses amis et alliés européens d'accepter des conditions excessivement difficiles de la part d'un Poutine, sans même d'ailleurs obtenir l'adhésion à l'OTAN, autrement dit la seule véritable garantie militaire qu'il pourrait espérer à terme, et sans traité de paix, c'est important, hein, sans traité de paix, simplement avec un cessez-le-feu, eh bien, ça risque d'encourager d'autres puissances agressives, impérialistes, à tenter de croquer des territoires qui ne leur appartiennent pas. Vous dites que c'est aussi l'avenir géopolitique, l'équilibre géopolitique mondial qui peut se jouer. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Europe, qui est
relativement absente de ces discussions, a encore les moyens, que ce soit politiques, militaires, idéologiques, de peser dans ces négociations qui semblent se jouer entre Moscou et Washington et en partie avec Kiev? Elle en a, l'Europe, déjà tous les moyens que vous venez d'indiquer et d'autres encore, notamment les moyens technologiques, la masse démographique, etc. Nous avons, nous Européens, absolument je dis bien, tous les critères pour incarner une grande puissance globale. Maintenant, la question est la suivante. En avons-nous, oui ou non, la volonté? Si vous me demandez si la République du Togo aujourd'hui est capable d'incarner une grande puissance, je vous dirais non. Mais si vous me demandez si l'Europe est capable de l'incarner, je vous réponds oui. Le problème, ce n'est pas la capacité, c'est la volonté. Et je ne suis pas certain pour l'instant, en tout cas, en dépit effectivement d'un positionnement globalement assez satisfaisant en faveur de l'Ukraine depuis 3 ans et demi. Je dis bien globalement, la Hongrie étant un cas un petit peu à part, mais enfin, surtout de la part des coalisés franco-britanniques et dans une certaine mesure allemands, il y a effectivement, semble-t-il, une prise de conscience, ou une double prise de conscience, sur la base à la fois de l'impérialisme militariste de Poutine, évidemment, mais aussi de l'abandon ou du lâchage, on va l'appeler comme ça, d'un Trump qui ne pense pas ami-ennemi, qui pense essentiellement mercantilisme et business et rapport de force brute. Bon, eh bien, donc cette prise de conscience, je la constate, elle existe, mais je pense qu'il faut aller plus vite et plus loin pour incarner cette puissance globale. Je vais vous dire, sans incarner une puissance globale, donc y compris politique et militaire, et pas seulement économique, on continuera, je veux dire d'autres puissances, les États-Unis, ça peut être la Russie, demain, bien évidemment, la Chine, la Turquie, que sais-je encore, d'autres puissances décideront à notre place. Ça, c'est une certitude. Mais en parallèle, est-ce que l'Ukraine peut encore être actrice de son destin diplomatique? Est-ce que Volodymyr Zelensky a une marge de manœuvre dès demain? Elle doit sûrement être très fine. Oui, alors je vais vous dire, je serais quand même dans ce marasme optimiste sur un point. C'est le deuxième scénario qui a été évoqué par votre invité, qui citait un grand journal américain. Je pense que là, au terme de ce round, enfin je ne sais même pas si on peut appeler ça de négociation, ou de cette semi ou 3/4 capitulation exigée par Trump et Poutine, je pense que ce qui restera de l'Ukraine, c'est-à-dire environ 80% de son territoire, sera souverain. Je pense qu'il est impossible, même militairement, et on le voit bien depuis 3 ans et demi, pour l'armée russe de conquérir davantage que ce qu'elle a très péniblement et très coûteusement conquise jusqu'à ces derniers jours ou jusqu'à ces dernières heures. Ce qui est déjà beaucoup, évidemment, aux yeux des Ukrainiens. Mais objectivement, le fait d'avoir réussi à conserver d'abord son régime, la nature démocratique de son régime, d'être resté au pouvoir. Je vous rappelle qu'il y a 3 ans et demi, même les Américains avaient proposé un hélicoptère à Vladimir Zelensky pour aller pour fuir vers la Pologne. Bon. Donc, avoir réussi à tenir de ce point de vue-là et à avoir conservé quand même donc plus des 3/4 du territoire souverain, y compris une part essentielle, absolument essentielle de la façade maritime, dont le grand port d'Odessa, qui est un peu la jugulaire économique évidemment pour l'Ukraine, c'est déjà beaucoup. Et je pense que ça, puisque le rapport de force militaire n'est pas si en faveur que cela de la Russie, qui, je le répète, est incapable d'aller réellement plus loin, je pense que ce qui reste de l'Ukraine, l'essentiel, demeurera tout de même un État souverain. Certains médias évoquent la possibilité qu'un dirigeant européen accompagne Volodymyr Zelensky dans le bureau ovale demain. Cela reste à confirmer. Est-ce que si c'était le cas, ce serait l'opportunité pour les Européens d'avoir leur mot à dire, d'être présents, ou on est plus dans le registre de la représentation et de la présence? Non, moi je pense que ce serait extrêmement important avec 2 problèmes. D'abord, qui ? Alors, en toute logique non chauvine, je pense qu'au sein de l'Union européenne, puisque la seule puissance nucléaire et la principale puissance militaire encore aujourd'hui, à ce jour, c'est la France, ce serait le président de la République française. Maintenant, les Britanniques ne seront sans doute pas tout à fait d'accord avec ce point de vue. Alors, il pourrait y avoir un tandem franco-britannique accompagnant Zelensky. Ça me paraîtrait d'ailleurs, je vais vous dire, le plus logique. Parce que là, on ne parle pas de l'Union européenne, en réalité, on parle de l'espace grand européen. Autrement dit, les Britanniques, évidemment, y ont absolument toute leur place. Et puis, nous avons affaire, et heureusement d'ailleurs, de plus en plus souvent à une troïka
C'est-à-dire que nous avons le couple franco-britannique sur le plan stratégique et militaire, et puis les Allemands, dont le courageux chancelier Mersch considère qu'il faut aller plus loin. Donc pourquoi pas une troïka? Mais alors là, je suis absolument convaincu que M. Trump considérait qu'il n'y a pas suffisamment de place dans le bureau ovale pour accueillir tous ces gens-là. Je dis ça un petit peu une boutade, mais il méprise tellement les Européens que, à mon avis, qu'il ne l'accepterait pas, cette possibilité. Est-ce que ça pourrait être aussi un chef d'État un peu plus discret? Je ne sais pas si le mot est le bon, mais on pense par exemple au président de la Finlande qui pourrait être aux côtés de Volodymyr Zelensky demain dans le bureau ovale. Alors, je ne sais pas ce que vous appelez la discrétion. La Finlande, oui, je ne sais pas très bien pourquoi la Finlande. J'ai beaucoup de respect pour ce monsieur, mais la Finlande, qui d'ailleurs n'est plus un État neutre, et pour cause, grand échec de Poutine, puisque je vous rappelle que la Suède et la Finlande ont rejoint l'OTAN. Donc, si vous voulez, si on a affaire à une négociation entre grandes puissances, comme c'est le cas depuis la nuit des temps en réalité, si vous disposez des facteurs, des critères, des paramètres objectifs de la puissance, vous êtes à la table des négociations, vous êtes au banquet, pour reprendre une expression connue. Si vous ne disposez pas de cette puissance, vous n'y êtes pas. Alors pourquoi la Finlande ou pourquoi un autre pays modeste, que vous appelez discret, je ne vois pas. Je pense que si quelqu'un devait accompagner Monsieur Zelensky, ce serait bien évidemment le chef de l'État d'une puissance considérable dans l'espace grand européen. Emmanuel Macron qui doit s'exprimer d'ailleurs dans la journée, sûrement, notamment sur cela. Est-ce que vous pensez, vous parlez de bascule, vous employez ce mot, est-ce que cette rencontre peut marquer un tournant dans l'ordre mondial tel qu'on le connaît avec les États-Unis en superpuissance? Est-ce que ça peut aussi changer l'axe de ce conflit et que ce soit moins occidental, que d'autres puissances rentrent en jeu et pèsent désormais? Alors, c'est une question centrale. Je pense que ça sera le symbole ou la dernière touche à ce qui est en train de se produire. Autrement dit, oui, point de bascule, c'est un terme que je reprends du général Pellistrandi, mais pas la rencontre en soi, parce que je ne suis pas certain qu'il puisse en sortir grand-chose, on l'a vu tout à l'heure. En revanche, ça sera l'illustration, au sens le plus imagé du terme, d'une forme, effectivement, si ça se passe mal, comme on le prévoit, je crois, pour la plupart d'entre nous, observateurs géopolitiques, ça sera l'image d'une forme de capitulation. Et quand vous évoquez à juste titre la primauté géopolitique américaine, là-dessus je vous rejoins tout à fait, contrairement à ce que prétendent beaucoup d'observateurs trop paresseux ces dernières années. La Chine, par exemple, en l'occurrence, n'y est absolument pas. Bon, les puissances prétendument ou réellement émergentes comme l'Inde, le Brésil, n'y sont absolument pas. Bon, donc on reste effectivement, vous avez raison, sur la primauté géopolitique américaine, mais le problème si il doit y avoir un point de bascule, la nature de cette bascule ne correspond pas à plus ou moins de puissance, mais correspond à un nouveau positionnement américain. Et c'est ça qui pose problème, parce que ce positionnement, il n'est évidemment pas en faveur des démocraties, et en l'occurrence n'est pas en faveur de ses alliés européens, ni en faveur, bien évidemment, d'un pays objectivement agressé il y a 3 ans et demi par la Russie.